Bonjour à tous, bon réveil sur Canal 3 et canal3télévision.com. Vous êtes les bienvenus sur Actu Matin, votre matinale. Wahab Alikmara, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Bienvenue, on va vous retrouver dans un instant dans la une des journaux. Mais avant le sommaire de cette émission, nous sommes à moins d'un mois de la date du 17 mai. La machine électorale mise en branle. Les états-majors des partis politiques en lice pour les municipales et communales entrent à partir du 1er mai dans la dernière ligne droite de ce scrutin si particulier du fait du Covid-19. La campagne électorale sera exclusivement médiatique jusqu'au 15 mai pour ce scrutin qui pourtant se révèle très important pour les partis. Réussiront-ils à se donner la meilleure visibilité possible alors que la HAC a tranché et met les partis au même pied d'égalité, le même temps d'antenne pour tous? Retour sur ce processus électoral dans son ensemble avec les dernières activités des partis à la Sénat puis à la HAC. À suivre le forum ce matin, André Dossa et Moïse Dossou sont en plateau, Herman Niambossou au téléphone. En invité, nous recevons le représentant du parti Union Progressiste. Gatien Adjagbouni nous dira l'appréciation du parti de son positionnement sur le bulletin unique et l'ordre de passage sur les médias. Du coronavirus, on en parle. Le chroniqueur salue la solidarité nationale et internationale autour du Bénin dans sa lutte contre la pandémie. Et au sujet de cette pandémie, des internautes peu scrupuleux partagent de fausses informations qui affolent les esprits et créent un vent de panique dans le pays. La supposée fermeture des moulins à maïs ou de condiments est l'autre fausse rumeur. Nous allons l'aborder. Merci de rester avec nous. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages, surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. Une pile de journaux en studio ce matin. Nous partons tout de suite à la découverte des gros titres. Et pour ce service, Wahab Alikmara est en plateau. Wahab. Rebonjour Christian et rebonjour à tous. Les premières informations ce matin viennent de Fraternité. Fraternité qui fait parler Martin Assogba à propos du maintien des élections du 17 mai. Avec beaucoup de sagesse, ce serait sans dégâts. Ce sont donc les propos de Martin Assogba rapportés ce matin par Fraternité à retrouver dans à la page 3 du journal. Point des dons pour la lutte contre le Covid-19, plus de 1,4 milliard de francs CFA et des équipements médicaux mobilisés. Campagne médiatique pour les communales de 2020, la HAC tranche et met les partis sur le même pied d'égalité. Mesures contre le Covid-19, la fermeture des lieux de culte prorogée au 10 mai prochain. Solidaire contre le Covid-19, c'est le titre de la chronique signée ce matin Moïse Dossou. À la une maintenant de La Nation, riposte contre le coronavirus. Où en sommes-nous, s'interroge le quotidien de service public, le journal qui poursuit que 3 dossiers d'extrême urgence sont en plénière ce lundi à l'Assemblée nationale. La boussole à présent, appui patriotique à la lutte contre le Covid-19, 47 ordinateurs, près de 15 milliards de près d'1,5 milliard de francs CFA et des milliers de matériels. Une moisson importante contre le mal. Opération Calavi propre, le maire Georges Bada déploie de grands moyens pour le nettoyage de la ville. Les pharaons coronavirus, le Fonds monétaire international prévoit un PIB réel positif pour le Bénin après la pandémie. Soleil levant pour accompagner la mise en œuvre de la
réforme de relance de permis de construire dans la commune d'Abomey-Calavi, le maire Georges Bada reçoit un important lot de matériel informatique. Et puis le journal qui donne à voir l'ordre de passage des partis sur les médias dans le compte communal 2020 UDBN en premier, PRD ensuite, FCBE, Union progressiste et Bloc républicain enfin. L'informateur lutte contre le Covid-19, encore des appareils réceptionnés à Cotonou. Défi info municipal et communal de mai 2020, Dakoku Toussaint quadrille entièrement commun pour le bloc républicain. Soutien patriotique au gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Près de 1,5 milliard de francs CFA en appui à l'administration Talon. Bénin intelligent, Jean-Michel Abimbola sur tant de moissons, rien qu'avec la culture et le tourisme, le Bénin peut se développer. Mairie de Cotonou, les grandes victoires de Nyononfon en 32 mois d'exercice. Émergence info, Covid-19 et récupération tous azimuts des partis et acteurs politiques. À quand les dons d'informations politiques? S'interroge le journal. Gestion de la mairie d'Abomey-Calavi 2015-2020. Les réalisations phares de Georges Bada et son équipe dans Akasato. La relève info. ARCEP Bénin et importante décision du Conseil de régulation, la résiliation de cartes SIM par les opérateurs GSM désormais suspendue en République du Bénin. Lire la décision dans les colonnes de la relève. Le grand jury à présent, salubrité dans la commune d'Abomey-Calavi, le maire Georges Bada sonne la transfiguration des dépotoirs sauvages d'ordures. Invité de l'émission Libre Tribune sur Radio Planète, l'Union progressiste va pour rassurer les 9 sièges dans la zone d'Abomey-Calavi du site Victor à Dimi. Quotidien Le Meilleur, positionnement des logos sur le spécimen du bulletin unique pour les élections municipales. Le parti UDBN de Claudine Prudencio bien loti, dont du gouvernement du Bénin dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le groupe Chagouri emboîte le pas à la communauté libanaise avec 50 millions de francs CFA. Nord-Sud quotidien, appui au gouvernement dans la riposte contre le coronavirus. Déjà plus de 1,4 milliard de francs CFA de dons reçus et puis obtention du permis de construire, appui à la dématérialisation à Abomey-Calavi. Le potentiel, la lutte contre le coronavirus, les Béninois solidaires dans la crise. Déjà 1,412 606 000 francs CFA et des dons en nature récoltés. Sakalafia qui apporte un démenti formel en ce qui concerne la fermeture des moulins sur toute l'étendue du territoire national. Quotidien Le Matinal, étude du groupe Finactu sur les effets du coronavirus en Afrique. Le Bénin a la meilleure stratégie adaptée à son contexte. Agapit Maforican sur la demande de suspension de communale au Bénin. La CADHP, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, n'a pas vocation à se mêler des opérations électorales dans un État souverain. Info plus religion, la fermeture des églises prolongée au 10 mai et puis demande de surseoir au communal par la CADHP, ce à quoi s'attendre, s'exclame le journal. Les 4 vérités à présent face à la crise du Covid-19. Dr Alain Kapochiti appelle à repenser l'université, sa structure et son rôle dans la cité. Il préconise l'université du 3e millénaire. Et puis campagne électorale pour le compte des communales de 2020. L'UDBN passera en première position sur les médias. L'ordre de passage des partis politiques
connu. À retrouver donc dans les colonnes de Les 4 vérités. Et puis l'autre vision pour finir, pour une efficacité de la délivrance en ligne de permis de construire, la CIDOT, la commune d'Abomey-Calavi d'ordinateurs portatifs et accessoires, propagation plutôt du coronavirus et cordon sanitaire, la fermeture des lieux de culte prorogée jusqu'au 10 mai prochain. Voilà, Christian, un tour rapide des parutions ce lundi matin avec Fraternité qui rapporte les propos de Martin Assogba en ce qui concerne le maintien des élections communales et municipales pour le 17 mai prochain. Voilà, Martin Assogba qui pense qu'avec beaucoup de sagesse, eh bien, ces élections passeront sans dégâts. Vous allez lire ses propositions en page 3 du quotidien Fraternité. Il a d'ailleurs été reçu hier sur l'émission Le Grand Format animé par Idrissou Boukari. C'était sur Canal 3 Bénin. Aujourd'hui, dans cette émission Actu Matin, eh bien, nous allons parler de cette solidarité contre le Covid-19. C'est d'ailleurs là le titre de la chronique de Moïse Dosoumou que nous allons retrouver dans un instant. Il y a beaucoup de dons en nature et en numéraire au gouvernement du Bénin pour soutenir ses actions dans la lutte contre la propagation de cette pandémie du Covid-19. Vous suivrez donc l'opinion du chroniqueur dans un instant. Et puis dans l'actualité, on parle aussi politique avec le positionnement des partis politiques sur le bulletin unique, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la HAC, qui a fini par trancher et met les partis sur le même pied d'égalité. On rappelle qu'il y a 5 partis politiques en lice, l'Union progressiste, le Bloc républicain, le Parti du renouveau démocratique, les Forces Cori pour un Bénin émergent et l'UDBN. Et puis chacun de ces partis politiques aura 40 minutes de temps d'antenne, 10 minutes le matin, 10 minutes à la mi-journée et puis 20 minutes le soir. Ils passeront donc sur les chaînes nationales. Vous êtes avec nous. On va retrouver Nagui Balagwe dans un instant qui va nous présenter les gros titres du mini-journal en plateau. Il est en train de se préparer. On retient d'autres rendez-vous sur Actu Matin. Ce sera le plateau de l'invité juste après le forum de discussion, la campagne médiatique pour les communales, les partis qui sont désormais fixés, quelle organisation au niveau de l'Union progressiste, Gatien Adjaboni, le représentant du parti Union progressiste, il sera avec nous. Vous êtes prêts maintenant, Naguib? Bonjour Christian, bonjour à tous. Je suis prêt, Christian. D'accord, les titres du mini-journal. D'une étape à une autre, celle cruciale de validation du bulletin unique par la Commission électorale nationale autonome et les partis politiques en lice pour les consultations électorales du 17 mai prochain. Et pendant que la Sénat déroule, une préoccupation importante est relative aux dispositions particulières à prendre au regard du contexte actuel de crise sanitaire. Comment s'y prend-on dès lors? Réponse dès l'entame de ce mini-journal avec la vice-présidente de la Sénat, Geneviève Bokor-Nadjo. Et par ces temps qui courent, la menace est partout et plus encore dehors, et dès lors, moins on se déplace, mieux ça vaut. Les populations de Cotonou l'ont intégré, en tout cas du constat fait par Clément Achade, beaucoup ont opté pour une sorte de limitation de leur mobilité, mais il leur faut faire des courses et se rendre dans les espaces marchands là où rien n'est moins sûr. Certains parmi prennent tout de même des dispositions à minima, vous le verrez également. D'accord, c'est dans 5 minutes que nous allons revenir sur ces images dans ce mini-journal. Mais avant, la chronique du jour, ce sera avec vous, Moïse Dosoumou. Bonjour. Bonjour Christophe. Ce matin, vous parlez de solidarité contre le coronavirus. Très rapidement, la courte transition. Et là, on vous laisse nous présenter votre opinion de ce matin, Moïse. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est une menace qui n'est pas une personne. Enfants et adolescents, jeunes et vieux, hommes et femmes, anonymes et célébrités, maires, députés, ministres, tout le monde est exposé. Partout sur la terre, c'est le branle-bas généralisé. Au four et au moulin, coincés entre les taux de l'urgence sanitaire et l'allègement des crises sociales, les gouvernants développent plusieurs stratégies pour protéger leurs ressortissants et limiter les dégâts. La mise en application des différentes mesures prises à tour de bras dans le feu de l'action nécessite de lourds investissements. En effet, la lutte contre la propagation de cette pandémie requiert de considérables moyens humains, financiers et matériels. Qu'ils soient riches ou pauvres, les États ne parviennent pas toujours à faire face à ces charges sur la base des seules ressources publiques.
d'où l'appel à la générosité. Le Bénin, comme tous les pays frappés par ce fléau, n'échappe pas à la règle. Après avoir pris une série de mesures dont l'observance permet de faire front contre la maladie, le gouvernement a sollicité l'aide de toute personne physique ou morale susceptible non seulement de renflouer ses caisses, mais aussi de leur fournir un appui matériel conséquent. Timide au départ, la magnanimité des uns des autres commence à se manifester. Les grandes entreprises, les banques et les assurances se sont signalées de fort belle manière. Des centaines de millions ont été déboursés du jour au lendemain pour prêter main forte au pouvoir public qui ne cesse de lancer et de recevoir des commandes d'équipements médicaux pour la plupart. La chaîne de solidarité, fragilisée par les difficultés économiques, s'est solidifiée. Sensibles aux efforts entrepris, concernés par la lutte contre ce mal, les ressortissants étrangers regroupés en communauté ont également mis la main à la poche. Insignifiante au départ, la cagnotte est devenue consistante et ce n'est pas pour déplaire au gouvernement. 1 412 606 000 francs CFA, c'est le montant total collecté à la date du 16 avril 2020. En seulement 2 semaines, le Bénin a réussi à engranger cette manne financière mobilisée en grande partie grâce à la générosité des milieux d'affaires. Évidemment, les personnes physiques ne sont pas du reste quant à cet élan de générosité. Spontanément, à la hauteur de leur bourse, celles qui en ont la possibilité ont également mis la main à la poche. Chose intéressante, des dons matériels de grande valeur ont été également réceptionnés par les pouvoirs publics. Des dizaines de litres de gel hydroalcoolique, des lits de réanimation, d'hospitalisation, des paquets de gants et de masques chirurgicaux, pour ne citer que ceux-là, serviront à la riposte contre le Covid-19. Une belle moisson en somme. Les jours et semaines à venir réserveront sans doute de belles surprises, car il y a des sociétés et pas des moindres qui traînent encore les pas. En ces temps de récession économique, où les entreprises ont du mal à tourner à plein régime et où l'incertitude du lendemain brise la sérénité dans les ménages, cet effort de solidarité est à saluer à sa juste valeur. Comme le dit un adage, c'est dans le malheur qu'on connaît ses vrais amis. Les composantes de la communauté nationale viennent de prouver une fois encore qu'elles savent se serrer les coudes pour se tirer d'affaire. L'appel du gouvernement ayant été entendu, le défi du moment, au-delà de la lutte contre la propagation du Covid-19, est relatif à une saine gestion des ressources collectées. L'exécutif fait bien de rendre publique à échéance régulière la liste actualisée des donateurs. Maintenant, il faut aller plus loin dans la réduction des comptes en misant sur la transparence. Et voilà, c'était là votre opinion par rapport à cet accompagnement du Bénin dans la lutte contre la Covid-19. Merci à vous Moïse Dosoumou, vous restez en plateau. André Dossa va nous rejoindre juste après. Le mini-journal, ce sera le forum de discussion et puis en ligne. Nous aurons Erwan Parfait, Agnan Bossou. Restez donc avec nous mesdames et messieurs. Le mini-journal, c'est tout de suite. Voilà, la validation du bulletin unique constitue une étape importante de franchie dans l'exécution de l'agenda de la Sénat. Le contexte actuel de la crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19 oblige à un certain nombre de questionnements. C'est celle, par exemple, de savoir comment la Sénat se prend-elle d'abord pour la formation et le déploiement sur le terrain des agents électoraux, puis pour le colissage. Le sujet a été abordé dans une interview exclusive accordée par la vice-présidente de la Sénat, Geneviève Bokonadjo, à Kimé Ousseni et Eder Rupevi. Je voudrais déjà au premier abord préciser que nous sommes en train de prendre toutes les dispositions, mais vraiment toutes les précautions afin d'éviter la contamination aussi bien de nos agents électoraux, aussi bien des agents de la Sénat que des électeurs le 17 mai 2020. Les marques seront distribuées à tous nos agents, tous les agents électoraux, tous les agents de la Sénat, toutes les personnes avec qui nous aurons à travailler pour une raison ou pour une autre sur le terrain. Parlant de personnes avec qui nous allons travailler, nous venons tout de suite d'aborder la question de la formation des agents électoraux. Pour ce faire, vous savez qu'ils sont en nombre très important. Et habituellement, nous utilisons des locaux au niveau des mairies pour procéder aux formations de ces agents électoraux-là. Nous les prenons
en situation normale à hauteur de 100 personnes, 110, 120 personnes. Au regard de la situation actuelle et de la nécessité d'observer la distance d'1 mètre entre chaque personne, nous serons obligés de procéder à des formations avec un nombre de personnes beaucoup plus réduit, c'est-à-dire au plus 50 à 60 personnes. Et pour ce faire, nous serons obligés de mobiliser beaucoup plus de salles de formation. Et à cet effet, les mairies sont mises à contribution pour pouvoir identifier autant de salles que possible pour faire cette formation. Je ne vais pas dire que c'est une chance, mais c'est une opportunité que nous sommes en train de saisir. Les classes d'école étant vides actuellement, les enfants étant en congé prolongé, nous allons utiliser ces classes de salles-là pour faire les formations, 50, 60 au maximum par formation. Mais du coup, nous sommes obligés de multiplier le nombre de formateurs. Et ça, ce n'est pas un problème pour nous. Les sachants en la matière, ce n'est pas ça qui nous manque sur le territoire. Voilà pour ce qui concerne la formation. Le colisage, voilà encore une autre activité où nous sommes obligés de mettre en place les mêmes mesures, c'est-à-dire la distanciation d'1 mètre, les masques, le gel, l'appareil pour se laver les mains. Au niveau du stade de l'amitié, vous y faites un tour à partir du 25, parce que c'est à partir de cette date-là que nous allons commencer les opérations de colisage. Vous y faites un tour, je suis sûr que je vais vous retrouver là, sur place. Vous allez voir que ces mesures-là également seront respectées. Parce que, encore une fois, notre souci majeur, c'est d'éviter la contagion de toutes les personnes avec qui nous allons travailler. La Sénat, toujours, les représentants de partis politiques et responsables de l'institution en charge des élections ont échangé autour des améliorations et amendements à intégrer au spécimen du bulletin unique. Nagui Balaoui. Christian, l'exercice a permis l'adoption par tous les partis politiques présents et engagés du dernier draft du bulletin unique à utiliser le 17 mai prochain. Faisons le point de cette séance de travail avec Akime Oseni sur les images de Eder Onkpevi. Le 15 avril dernier a consacré le positionnement sur le bulletin unique des 5 partis politiques en lice pour les municipales de mai 2020. À l'occasion, les représentants des formations politiques ont formulé des observations intégrées par les techniciens de la Sénat. C'est en réponse à cette dernière que l'institution en charge des élections au Bénin a convié ce samedi à une séance d'échange ses désormais interlocuteurs. Au menu, les ultimes appréciations qui affinent le bulletin définitif et dans sa dernière version à utiliser le 17 mai prochain. C'est l'occasion aujourd'hui de vous assurer que vos observations ont bien été prises en compte et le cas échéant de les corriger. Parce que ce sera la dernière rencontre que nous aurons à propos du positionnement de vos logos sur le bulletin unique. En dehors de l'UDBN, de Claudine Prudencio qui a validé son logo sur la première version présentée, les 4 autres partis ont eu des observations. Tous les espaces de 5 cm soient encadrés par un trait noir. Il faut enlever le S de force. Plus clair. Là, c'est un peu tendre. Plus de S à force du parti Fosco de Point Bénin émergent, plus de définitions écrites du sigle PRD du parti Arc-en-Ciel ou encore des ajustements de couleurs pour le Bloc républicain et l'Union progressiste. Les échanges se sont déroulés dans une ambiance hyper décontractée et pour la formule de fin, la vice-présidente toujours bien inspirée va conclure. Comme on le dit, alea jecta est, le sort est définitivement jeté. Nous venons ainsi d'avoir notre bulletin unique pour les municipales du 17 mai 2020. Le sort en est définitivement jeté, mais les communales et municipales se tiennent dans un contexte de crise sanitaire. Des mesures s'imposent pour éviter toute propagation du coronavirus. Les responsables rencontrés ce samedi matin se disent conscients de l'enjeu sanitaire qui se joue en ce moment et entendent prendre les mesures qui s'imposent. On les écoute toujours au micro de Herman Anyambosu et Eder Onkpevi. Vraiment sidéré parce que la Sénat a respecté nos amendements. Vous avez constaté dans la salle que nous avons validé. L'UDBN est le premier parti plutôt à valider son logo. Donc la Sénat a bien respecté les couleurs. La Sénat a respecté également l'épi de maïs nourricier, vous voyez. Donc c'est bon. Le prochain défi? C'est un challenge de 20% que nous avons.
Notre défi n'est pas du tout les 10% et nous sommes sur le terrain. Je crois que nous avons validé au niveau de l'Union progressiste le bulletin qui nous a été présenté. Il y avait juste une légère modification à apporter et donc cela a été fait. Nous pensons qu'avec ce logo présenté sur le spécimen, nous pouvons aller aux élections et que nos militants et militantes reconnaîtront aisément notre logo. Voilà. Oui. C'est vrai que sur le plan des couleurs, ce que nous souhaitions a été corrigé et bien mis en valeur. Par contre, au niveau de l'arc-en-ciel, il nous a paru que le fait d'avoir mis la spécification au Parti du Nouveau démocratique en bas a réduit un peu l'espace qui devait être consacré à l'arc-en-ciel. Donc nous avons proposé cette correction et la correction a été prise en compte. Donc ce qui est sorti maintenant, nous la considérons comme acceptable. Effectivement, il y avait quelques rectificatifs. C'est bien l'objet de la réunion, en tout cas de notre invitation. Donc il y avait des choses à rectifier pour les logos qui en avaient besoin. Et donc au finish, on se retrouve avec le logo du Bloc républicain tel qu'il a été conçu pour convaincre, pour amasser le maximum de crédit. Tout le processus d'un bout à l'autre s'est bien déroulé. Chaque acteur a su jouer le rôle qui était le sien. Et nous en sommes bien heureux. Vous venez plutôt de suivre une appréciation globale du travail abattu à la Sénat par les représentants des partis en lice. Et à présent, les communales et les municipales se tiennent dans un contexte de crise sanitaire. Des mesures s'imposent pour éviter une propagation de coronavirus. Les responsables rencontrés ce samedi se disent conscients de l'enjeu sanitaire qui se joue en ce moment et entendent prendre les mesures qui s'imposent. Ils ont été interrogés par Emma Nanyambossou et Eder Humpeli. Je crois déjà que l'État béninois, avec les autres institutions de la République, nous offre déjà une méthode de mobilisation de nos militants et militantes. Nous sommes à peu d'œuvre. Il y a des réflexions en cours au niveau donc, du parti pour que nous puissions donc adapter les décisions prises par le gouvernement à nos méthodes propres qui ne sortiront pas de toutes les façons des directives de l'État béninois pour pouvoir atteindre le maximum de nos élections. De toutes les façons, nos électeurs savent aujourd'hui que nous sommes dans une situation particulière et déjà à la base, eux-mêmes se mobilisent pour commencer leur pré-campagne et aller en campagne. Nous allons les appuyer par tous les moyens nécessaires et utiles, mais qui respectent les prescriptions donc, de l'État. Non, nous allons respecter totalement et intégralement les consignes du gouvernement suite à la rencontre que le chef de l'État a eu avec les institutions, que la Sénat nous a répercuté, que la HAC nous a répercuté. Donc nous allons respecter ce qui a été demandé. C'est vrai qu'il n'y aura plus la campagne comme d'habitude avec les caravanes, les meetings et tout. Ce que nous souhaitons, c'est que tout le monde se conforme, qu'il n'y ait pas de déséquilibre, qu'il n'y ait pas d'inéquité, que ce qu'on a refusé à l'un, qu'on ne l'accepte pas à l'autre, c'est tout. De toutes les façons, le coronavirus est déjà un problème. Donc, ce que nous faisons, nous essayons de respecter les dispositions constitutionnelles des élections pour tenter de faire en sorte que nous ne reportons pas les élections comme les présidents des institutions l'ont souhaité. Mais le contexte est déjà un contexte différent et difficile auquel il faut s'adapter. Nous respectons tout simplement les consignes du gouvernement parce qu'il s'agit de santé. Il s'agit de santé. L'UDBN ne veut pas du tout que ces militants tombent malades. Donc nous donnons des conseils aux militants comment se comporter dans cette affaire dans cette crise inédite que nous traversons. Donc il n'y a aucun problème. Nous leur donnons des conseils. En notre sein, il y a des médecins. Donc les médecins parlent aux militants de tout ce qu'il faut faire, de comment se comporter. Voilà. Ça sera l'occasion pour les partis politiques de savoir compter sur le professionnalisme et sur l'impartialité des médias, de vous, les hommes des médias. Nous comptons sur vous pour le traitement des sujets, pour le traitement. Nous comptons sur votre ingéniosité quant à l'organisation de ces campagnes, parce que du reste, ces campagnes sont essentiellement médiatisées. Et donc la stratégie, elle est à peu près commune, transversale, avec les médias au cœur des différentes activités. Donc les médias à l'opération
Et nous comptons vraiment sur vous par rapport à ces campagnes-là. Vous n'attendez pas ici que je me mette à vous dire ce que le bloc républicain compte faire en matière... Pour la mobilisation de vos électeurs, surtout sur le terrain, ça va se passer aussi, non? Oui, cela s'entend, ça va se passer sur le terrain, mais nous allons le faire en strict respect des contraintes et des consignes données pour justement faire barrière au coronavirus. Covid-19 et mesures et gestes barrières, les habitudes changent. Les populations de la ville de Cotonou essayent vaille que vaille de limiter leurs déplacements, quand bien même il leur faut faire des courses et se ravitailler. Quelles sont alors les mesures prises par les tenanciers des espaces marchands et autres lieux de vente? Enquête avec Clément Achadé et Henri Ganti. Les mesures de riposte contre la Covid-19 prises par les autorités changent le quotidien des populations. À Cotonou ce week-end, la circulation est fluide. Ce constat traduit le respect des appels des autorités et de la communauté internationale qui demandent aux citoyens de limiter les déplacements inutiles. Dans ce supermarché comme dans bien d'autres, les usagers mesurent la portée des courses désormais réduites. En fait, depuis l'avènement du coronavirus, moi je sors moins. Je sors juste pour m'approvisionner ou pour aller prendre des choses à la pharmacie. On passe à rien. Oui, je conseille la même chose parce que maintenant il y a les services de livraison à domicile. C'est moins stressant et c'est mieux, je trouve. Par contre, chez certains, les habitudes n'ont pas changé. Le cas de ce client rencontré dans ce supermarché qui toutefois reste vigilant. Est-ce qu'il y a d'amélioration? Moi, je ne cesse de sortir, de venir au supermarché, payer. Bon, j'essaie de prendre les précautions, les mesures de sécurité qu'ils ont dit, les mesures sanitaires. Même si les populations semblent avoir compris l'enjeu des autres mesures barrières, les responsables des centres commerciaux continuent de sensibiliser et surtout veillent au grain en ce qui concerne le lavage obligatoire de mains et la distanciation sociale. Déjà à l'entrée, le dispositif de lavage de mains, et puis au niveau de la caisse, on a mis le barrage pour respecter la distance de 1 mètre entre les clients et la caissière. Vous voyez un peu. Seulement que c'est pas facile parce qu'avec les clients, il faut beaucoup parler. Et comme vous pouvez le constater ici à Mont-Sinaï, nous respectons toutes les mesures que le gouvernement a prises. Nous avons le système de lavage de mains. Déjà à l'entrée, nous avons le personnel. Tous nos agents ont leurs gants et leurs masques de protection. Les clients aussi se protègent comme convenablement. Il y a des agents à l'entrée qui sont responsables de la surveillance de tout ça. Oui, depuis que la crise a commencé, nous avons moins d'affluence. Les clients n'ont pas à avoir peur. Nous respectons toutes les mesures, nos fournisseurs. Tous les clients qui viennent ici respectent les mesures de protection, donc ils peuvent passer pour faire leurs achats sans souci. Malgré cette assurance, Dame Yvette est bien consciente des risques éventuels. Elle et ses congénères proposent les achats en ligne et les livraisons à domicile. On a un numéro qui est sur notre affiche publicitaire. Et il y a des clients qui sont déjà habitués ici et puis ils connaissent la caisse, tout ça là. Et des fois, quand ils veulent acheter pour ne pas se déplacer, ils essaient d'envoyer des messages ou bien d'appeler c'est tel client, c'est telle personne, j'ai besoin de telle chose, voilà. Et puis facilement, on peut la livrer. Beaucoup de clients préfèrent se faire livrer désormais. Donc ils appellent pour passer leur commande. Je dirais que la limitation de déplacement, le fait de désormais se faire livrer constitue des mesures efficaces pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Donc j'exhorte tous les clients, tout le peuple béninois à respecter les mesures fixées par le gouvernement. Même si le confinement total n'est pas encore décrété, limiter les courses moins indispensables se révèle comme une précaution dont l'efficacité reste indiscutable. Progressivement, les Cotonois s'adaptent et cela pourrait aussi contribuer à la prévention et la lutte contre les redoutables coronavirus.
Riposte contre la Covid-19. Pour finir, le gouvernement continue de s'approvisionner en équipements médicaux, entre autres. Le ministre de la Santé, de l'Économie et des Finances était dimanche à l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganti pour réceptionner une cargaison commandée par le Bénin, un lot de matériel composé d'équipements de laboratoire pour faciliter les diagnostics. Ali Moumouni, mon fils Sabour. Le gouvernement béninois ne prend pas à la légère la menace liée à la pandémie du coronavirus. Dès le début de cette crise sanitaire mondiale, plusieurs équipements sont acquis pour assurer la protection des Béninois et le traitement des cas confirmés. Ce dimanche 19 avril, le ministre de la Santé Benjamin Hunkpati et celui de l'Économie et des Finances, Romuald Ouadani, sont une fois encore sur le tarmac de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti pour réceptionner une nouvelle cargaison d'intrants. Effectivement, nous venons de recevoir un important lot de matériel. Il faut dire que la spécificité de cet arrivage est le fait que ça contient beaucoup d'équipements de laboratoire. Du matériel de laboratoire qui vient renforcer la capacité diagnostique de l'équipe médicale béninoise. Les ministres Benjamin Hunkpati et Romuald Ouadani ont, au cours de la réception, procédé à la vérification de ces équipements du fait de leur sensibilité. Nous avons à l'intérieur 40 appareils de PCR, c'est des appareils qui permettent de faire la lecture des prélèvements que nous faisons dans le cadre du diagnostic, et beaucoup d'autres équipements pour le laboratoire, ce qui va forcément augmenter la capacité diagnostique dans notre salle de riposte. C'est fondamental parce que vous savez qu'avant de pouvoir traiter, il faut forcément diagnostiquer. Et nous n'avions qu'un seul laboratoire en fait qui était déjà vraiment surexploité. Avec cet arrivage, nous allons pouvoir démultiplier, décentraliser le diagnostic et de fait devenir plus efficace dans la riposte. Dans cette nouvelle cargaison réceptionnée par le gouvernement béninois, il y a aussi 2 millions de masques chirurgicaux, ce qui permettra de répondre davantage à la demande. C'est la fin du mini-journal, Christian. Merci à vous, Nagui Balagwe. Demain matin, autour de 7h15, on vous retrouvera en plateau pour d'autres informations en images à partager avec nos téléspectateurs. Ce sera dans le mini-journal. Mais tout à l'heure à 13h, retour sur l'actualité avec la rédaction de Canal 3 Bénin dans la grande édition de la mi-journée. Pour l'instant, c'est Actu Matin chez vous, destination 9h. Tout de suite, l'autre rendez-vous, c'est bien sûr le forum de discussion. Nous allons recevoir en plateau André Dossa et Moïse Dosoumou au téléphone. Herman Parfait, Agnamboussou. Nous aurons 3 sujets à aborder ce matin. D'abord, les communales du 17 mai que visent les états-majors des partis politiques. La campagne médiatique face donc aux fake news, les candidats et les électeurs qui vont se retrouver entre le vrai et le faux. Et puis enfin, la pandémie du coronavirus est devenue un terreau fertile pour la naissance de rumeurs et d'infox sur les réseaux sociaux. On reviendra sur un autre cas ou un dernier cas de fausses informations relayées sur la toile. Pour la maintenance et la réparation du système de climatisation de votre véhicule, les garages professionnels Les Bagnoles Motors à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous disposons d'un véhicule qui vous dépanne partout sur demande. Contact téléphone 00229 21 31 00 46 60 60 60 45 60 60 60 86. Call Center 2 x 99 66 66. LBM. Le carrefour des grandes marques. 7h38, merci de très bien vous installer devant Canal 3 Bénin, canal3télévision.com. Nos discussions en plateau à partir de cet instant. André Dossa, bonjour. Bonjour Christian. Merci de nous retrouver en plateau en compagnie de Moïse Dosoumou qui était là depuis pour la chronique du jour. Au téléphone, nous avons Herman Parfait Agnamboussou, bonjour. Bonjour Christian Dalédian, André Dossa, bonjour. Moïse Dosoumou, bonjour à vous également. Nous espérons que vous avez la forme. Très en forme d'ailleurs. Merci. D'accord. Alors, le premier sujet à aborder ce matin, je vais commencer par vous, André Dossa. Ce sont les communales du 17 mai. Nous avançons inexorablement vers cette date. Les partis politiques, eux, sont soucieux de renforcer leur maillage territorial et de démontrer qu'ils ont l'espoir ou qu'ils sont l'espoir des communes. Alors, comment les voyez-vous? Est-ce que vous les voyez sereinement aborder cette dernière ligne droite qui nous mène au 17 mai?
Tous les partis politiques se disent sereins et affûtent leurs âmes. Ils ont des objectifs communs, c'est gagner le maximum de sièges possibles et contrôler donc le plus grand nombre possible de villes. Chacun, vous savez, dispose de ses moyens et aujourd'hui, la situation, la compétition là, est un peu complexifiée par le contexte du coronavirus, à telle enseigne qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de faire une campagne électorale traditionnelle, c'est-à-dire mobiliser les électeurs, aller vers eux, faire des meetings, etc. Je crois même il me semble que même la si précieuse stratégie de, qu'est-ce que je raconte, le porte-à-porte, voilà, si précieux pour les partis politiques, pourrait être également difficile. Vous savez, il y a quand même cette psychose-là qui continue. C'est pas évident que même dans les localités, les maisons, que les populations, les électeurs puissent vraiment recevoir la visite d'acteurs politiques. Ça veut dire que c'est un peu difficile. Ils ont droit donc à une campagne médiatique. Et cette campagne médiatique est également régie. Vous l'avez annoncé tout à l'heure, citant le journal Fraternité, en ce sens que la HAC a tranché le débat qu'il pourrait avoir, puisque certains partis politiques ont envisagé aller au-delà du temps d'antenne qui pourrait leur être accordé et mettre la main à la poche pour augmenter. Mais je crois que ça ne va pas être possible. Donc c'est compliqué, ces élections-là, pour l'ensemble des partis politiques. Oui. Pensez-vous véritablement que ce sera compliqué, ces élections pour les partis politiques, le fait de ne pas pouvoir être directement au contact de leurs militants et de potentiels électeurs? Oui, nécessairement, parce que la campagne ne se fait pas à distance. Encore que là, c'est une élection de proximité, il faut aller vers les gens. Mais les candidats pourraient avoir peut-être une relative facilité parce que ce ne sont pas des candidats de Cotonou qui ont fait campagne à Parcours, par exemple. Ils sont déjà dans leur localité, dans leurs arrondissements. Et ici, la circonscription électorale, c'est l'arrondissement. C'est encore un peu plus facile pour les candidats qui peuvent se déplacer plus ou moins à l'aise dans leurs arrondissements, si tant qu'ils sont charismatiques, si tant qu'ils estiment qu'il y a du monde derrière eux. Mais au-delà des médias et des réseaux sociaux, j'estime que les gens feront le porte-à-porte, quoi qu'on dise. Parce que le téléphone, bien la télévision, malgré la radio, toute la sensibilisation autour, malgré les risques auxquels ils ne pourront pas échapper, parfois que même s'exposer. actuellement, Oui. au nom de la lutte contre le Covid-19, il y a des partis politiques, des candidats, des militants qui sillonnent des ménages, soi-disant pour leur donner du matériel, de lavage des mains, des bavettes et consorts, et en profiter pour faire bonne presse. Ça se passe aujourd'hui, on voit les photos circuler un peu partout. Donc ça ne changera pas au cours de la campagne. Certes, il n'y aura pas grand monde, mais je suis sûr que tant que les ménages accepteront d'ouvrir les portes aux partis politiques, je suis sûr que les candidats iront vers eux pour leur faire passer le message. Oui, Hermon Parfait à Niamboussou, on imagine un peu la complexité de la mission qu'ils attendent de faire. Je veux parler des différents candidats, les candidats sur les listes électorales. Et on se rappelle quand même que les partis politiques ont un maillage sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons des coordinations départementales, des coordinations communales, d'arrondissement et même des coordinations au plan local. Est-ce que ça va leur poser problème, le temps qui nous sépare de la date du scrutin? Oui, Christian, nous sommes aujourd'hui le 20 avril. Le 28 prochain, je pense qu'il y aura une dernière séance entre le Sénat et les responsables du parti politique pour le lancement de la campagne le 2 mai. Donc du 2 au 15 mai prochain, la campagne va se dérouler. Alors, comme ils l'ont dit déjà sur le plateau, nous sommes là dans un contexte d'élection communale et par excellence d'élection de proximité. Et donc, je vais emprunter une expression que André Dossa aime utiliser couramment. Quand on vous envoie en mission, il faut savoir vous envoyer vous-même. Ici, il s'agit effectivement pour les partis politiques de concevoir une stratégie de communication en tenant compte de cette crise sanitaire de la Covid-19. Mais en même temps, étant donné que c'est une élection de proximité, les candidats qui sont censés connaître leur localité, censés connaître également leurs militants, doivent pouvoir travailler sur le terrain. Ce que le gouvernement dit ici, c'est qu'il n'y ait pas d'attroupement, d'accord? On ne peut pas avoir plus de 10 personnes autour de vous. Alors, Moïse l'a déjà dit tantôt, il y en a qui profitent de l'occasion pour distribuer des kits de lavage de mains et ainsi de suite sur le terrain, l'occasion faisant le larron. Je pense que pour ma part, sur le terrain, tout va se dérouler comme cela se doit. Élection de proximité, le porte-à-porte est inévitable sur ce terrain-là. Et pour ma part, je pense que les partis politiques, d'ailleurs, quand vous les suivez dans les différentes éditions du journal télévisé sur différentes chaînes, sur Canal 3 notamment, vous sentez qu'ils sont sereins. Il y en a même qui ne sont pas prêts à dévoiler leur stratégie. Oui. Et donc, je pense qu'ils ont plus de tout dans leur sac et tout se déroule là très bien. C'est ce que je pense. Est-ce que vous autres, vous croyez en cette sérénité, Hermon Parfait à Niamboussou?
Oui, la sérénité est de mise. Déjà, samedi, nous étions à la Sénat, en reportage d'ailleurs. Vous constatez que la plupart des acteurs politiques qui étaient présents sur les lieux, d'abord pour la présentation du spécimen, donc la finalisation du spécimen du bulletin unique, ont tous mis l'accent sur, il y en a la couleur. Il y a l'autre qui demande qu'on puisse encadrer sa formation politique bien pour qu'il n'y ait pas de cachet, donc de bulletin nul. Et donc, vous les sentez quand même très aguerris et un peu plus sur le vif, sur le qui-vivent, parce que ils ne veulent pas qu'on puisse annuler leur vote. Et donc, ils tiennent. Et vous voyez qu'il y a une certaine sérénité, mais en même temps, on ne veut pas laisser sa chance partir. Et donc, c'est ce qu'on a constaté samedi à la Sénat. Oui, Moïse Dossoumo émane par Fernand Bosso qui parle de sérénité, mais il y a quand même des partis politiques qui sont en lice pour cette élection et qui reviennent de loin et qui ont besoin d'illustrer une certaine renaissance et qui ont besoin par la suite d'aller au contact de leurs électeurs, histoire de pouvoir réunir tout au moins les 10%. Si, même les deux partis que vous n'évoquez pas également ont besoin de réunir les 10%. Donc tous autant qu'ils sont embarqués plus ou moins de la même galère. Et la sérénité avec qu'ils affichent ces temps-ci, moi je dis que c'est juste un truc de façade. On ne va pas à une guerre en proclamant déjà sa défaite. Vous voyez déjà, lors des dépôts des dossiers de candidature, tout était serein. Oui. Mais à l'arrivée, 4 ont été recalés. Donc il en sera de même pour les élections. Forcément, il y en aura qui n'auront pas réussi à réunir les 10%. Et c'est normal qu'ils soient sereins, c'est normal qu'ils affichent déjà un victorieux, confiants et tout. Parce que c'est un peu comme quand vous allez faire la guerre à une femme. C'est parce que vous savez que vous avez des chances de l'emporter que vous allez vers la femme. Quand vous êtes convaincu qu'il n'y a rien là, que ça ne marchera pas, vous vous abstenez. Donc les candidats sont en position justement de dragueurs qui vont vers les électeurs en espérant justement recueillir les suffrages. Donc c'est normal que déjà qu'ils montrent, même s'il y a à l'intérieur de sa boue, qu'ils montrent tout au moins une mine rassurante pour tout au moins essayer d'accrocher l'intérêt de leurs interlocuteurs. Et le jeu de la sérénité, c'est tout à fait normal. Ça participe aussi de la stratégie électorale. André Doussa, est-ce que les électeurs vont comprendre le fait du moment, c'est-à-dire pas de campagne, pas de caravane, pas de meeting et autres? Est-ce que vous pensez que les électeurs vont comprendre le fait que les partis politiques ne viennent pas vers eux par ces moments? Si, ils vont comprendre. Vous savez, les mêmes électeurs, c'est-à-dire les citoyens, les populations, également vivent la sécose, vivent la pandémie et ses conséquences, qui sont donc aujourd'hui obligés à porter des masques, à se laver régulièrement les mains, à observer la distanciation sociale. Donc, comprendront très bien qu'ils ne puissent pas avoir mobilisation, mouvement de foule par ces temps d'élection. Je crois quand même je crois que Moïse en a parlé, les candidats investissent déjà les téléphones des potentiels électeurs qui font des montages, diffusent des audios, la campagne avant la campagne. La pré-campagne bat son plein déjà dans les téléphones, sur des plateformes, etc. Et ça va s'amplifier au fur et à mesure que l'échéance, n'est-ce pas, va s'approcher. Et aussi, étant donné que c'est une campagne électorale médiatique, les journalistes également, les hommes des médias de façon globale, seront également au cœur de la stratégie que chacun des partis politiques va développer. Vous avez pu, je crois que vous avez échappé, cette drague en direct, plus ou moins, de l'honorable Chantal Ahi à la note des journalistes, qu'on suffit pour traiter les sujets, etc. Parce que, et je crois que, oui, c'est malin, parce que la RAC a beau tracer le cadre, fixer le temps d'antenne de chaque parti politique, la RAC ne viendra pas choisir les mots dans les bouches des journalistes. Donc, vous voyez un peu, donc, les partis politiques, sans doute, vont également développer une stratégie à l'endroit des hommes des médias, puisque finalement, ce n'est pas les médias qui vont passer pour atteindre les électeurs. Maintenant, la campagne médiatique dont on parle, il y a 546 arrondissements, 5 partis politiques en lice. Ce n'est pas évident que l'ensemble des candidats de chaque parti dans chaque arrondissement puissent jouir du temps d'antenne qu'on va donner à ces partis. Donc ça va être un message global qu'à chaque fois ils vont passer à l'endroit des populations. Mais il s'agit d'élections de proximité. Le candidat que l'on présente dans un arrondissement X, ce n'est pas évident qu'on ait eu le temps de dire à la télé tous ses atouts, les idées dont il est porteur, etc., ce qu'il veut faire dans le quartier ou dans l'arrondissement s'il est élu. C'est cela que la tâche va être un peu difficile pour eux. Mais les réseaux sociaux sont là peut-être pour combler des vides éventuels
qu'on pourrait relever. Oui, Herman Parfait à Niamboussou, et ceci m'emmène à passer au second sujet, puisque André Dossal l'évoquait d'ailleurs tout à l'heure. Les partis politiques auront chacun 40 minutes de temps d'antenne, 10 minutes le matin, 10 minutes à la mi-journée et 10 minutes le soir. C'est ce qui a été retenu par la HAC et ça s'impose à tous. Il n'y aura donc pas de dérogation particulière sur les médias. Comment est-ce que vous autres, en tant que journalistes, vous avez accueilli cette information? Est-ce que vous trouvez que ce qui est retenu là est favorable aux partis politiques et aux médias également, qui doivent assurer la couverture? Oui, mais ce qui est certain, la campagne sera médiatique. Essentiellement médiatique, c'est l'adverbe utilisé. Et donc, il revient aux acteurs, un peu comme l'a soulevé l'honorable Chantal Aïe la fois dernière. Elle a tout de suite lancé la balle dans le camp des médias en nous demandant d'être professionnel, de jouer le rôle qui est le nôtre. Mais toujours est-il que sur ce terrain-là, quand je prends il y a par exemple, André a parlé des 546 arrondissements, il y en a peut-être qui n'ont pas accès aux radios communautaires. Et même si ces arrondissements ont accès à des radios communautaires, il y en a où il n'y a pas encore l'électrification. Vous n'allez pas demander à un électeur, par exemple, de prendre les piles dans son transitor et de pouvoir suivre la campagne. Donc, du coup, ça fait appel encore à cette stratégie des candidats sur le terrain. Il revient au candidat qui maîtrise sa zone, qui maîtrise vraiment son village, de pouvoir travailler à rallier le maximum de voix à sa cause. Maintenant, pour ce qui est de la campagne médiatique, il faut, comme on l'a dit tantôt, il faut pouvoir faire en sorte que le vrai soit dissocié du faux. Parce que vous l'avez vu sur différents médias, réseaux sociaux en l'occurrence, des gens déjà sont en train de balancer n'importe quoi, je dis comme ça, l'exprimer comme ça. Mais ce qui est certain, nous au niveau des médias conventionnels, c'est-à-dire radio, télévision et presse écrite, il n'y a rien à faire, on est obligé de se conformer, sauf à faire des clins d'œil dans des débats, sur des plateaux, à certains candidats qui auraient su eux-mêmes s'envoyer sur le terrain, comme je l'ai dit. Alors, campagne médiatique et fake news, un danger pour vous, Moïse Dosoumou? Moi, je pense que les fake news, c'est le domaine des réseaux sociaux. Et qu'au niveau des médias, il ne devrait pas y en avoir. Il y aura une concurrence, vous le voyez déjà, la concurrence a bien commencé sur les réseaux sociaux. Les populations savent faire la part des choses. La preuve, quand il y a des infos qui circulent sur les réseaux sociaux, quand vous n'avez pas la preuve, tout le monde le prend plus des pincettes. Mais quand ça émane d'un média, même quand c'est faux, a priori, on dit que c'est vrai. On accepte d'abord ça en attendant d'avoir un démenti. Donc je veux dire que c'est aux médias de jouer ce rôle-là, justement. Si les fake news abondent quelque part, c'est à nous justement de rétablir cela et de donner la vérité. Et les gens sont vigilants aujourd'hui. Je ne pensais pas que forcément, dès qu'un truc circule, ils vont prendre ça pour faire écho, c'est pas évident. Et les candidats également, ceux qui seront peut-être déversés des rumeurs, sont sur le qui-vive. Eux aussi, à leur niveau, ne manqueront pas de réagir pour vite rétablir la vérité. Donc ce sera cette concurrence rude-là, à chaque instant, à chaque étape, justement, qui va faire l'élu de cette campagne-là. Oui, vous n'avez pas fini? Oui, moi je continue de croire que la campagne médiatique sera beaucoup plus intense au niveau des radios communautaires qu'au niveau des médias à plan nationaux. Parce que quoi qu'on dise, quand vous prenez le monde rural, c'est la radio et le média le plus accessible, le plus utilisé. Même au champ, les gens écoutent la radio. Donc nécessairement, les candidats vont investir ces radios-là qui couvrent tout le territoire national. Il n'y a pas une seule localité au Bénin qui ne soit pas couverte par une radio communautaire. Donc forcément, ils seront pris d'assaut. Mais il reste à chaque candidat de voir quel est l'espace le mieux approprié pour lui pour s'exprimer, pour avoir la faveur des électeurs. Herman Niamboussou, oui, dites-nous, à quel jeu devons-nous nous attendre? Vous savez que les candidats vont investir les médias, le canevas est déjà tracé par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, mais les candidats, le parti politique également, utiliseront abondamment les réseaux sociaux. À quel jeu devons-nous nous attendre? Est-ce qu'il y aura manipulation de part et d'autre? Non, ce qui est certain, vous avez chaque candidat déjà, en son sein, pour ceux qui ont un peu de moyens, ont déjà commencé par investir les réseaux sociaux. Vous en voyez qui déjà passent des messages en ce temps de Covid-19. Il y en a déjà qui s'apprêtent déjà. Il y a le cas d'un candidat, je ne cite pas le nom, d'un arrondissement de Cotonou, qui a déjà commencé par faire quelques actions sur les médias sociaux en attendant, bien sûr, que la campagne soit lancée officiellement. Et donc, c'est le cas dans plusieurs autres localités. Aujourd'hui, je pense que tous affûtent leurs armes et qui se font aider par les spécialistes en communication avec des messages qui sont assez poignants. Je pense que les 30 minutes accordées par la HAC, 10 minutes le matin, 10 samedi, 10 le soir, pour sa formation politique, ne servira juste, ces 30 minutes ne serviront juste, qu'à parler. Ça fait 40 minutes. 40 minutes. Donc, ok, d'accord. Donc, ces 40 minutes ne serviront juste qu'à parler de la formation politique en général. Quitte à ce que chaque candidat, dans sa localité, puisse montrer à ses militants
qu'il maîtrise la localité et ce qu'il leur apporte concrètement quand il sera élu conseiller et donc peut-être maire de la localité. Maintenant, nous sommes dans un contexte également où il y a des maires qui ont déjà fait leurs preuves. Et les populations ne sont quand même pas bêtes. Les populations savent si elles veulent reconduire le maire qui est là, si elles veulent que le maire soit encore élu conseiller, si elles veulent que le maire puisse partir. Donc c'est le moment pour les populations de faire vraiment des choix véridiques à mon avis. Et donc tout se jouera au niveau des médias. Tout se jouera au niveau des médias. Difficulté pour les candidats qui sont en poste et qui se représentent. André Dossard, vous parlez des maires, des conseillers élus depuis plusieurs années déjà. Non, pour ce qui concerne les conseillers déjà en place et les maires, ils pourraient jouir d'un certain avantage, en ce sens qu'ils sont déjà sur le terrain, ils sont connus. Non, mais s'ils ont un bon bilan, il n'y a pas de souci, ça passe. Non, qu'ils aient un bilan ou pas, ils sont au moins connus, peu ou pas les populations. Ça pourrait peut-être être un avantage comparé à des candidats nouveaux qui ont besoin de travailler sur leur image, se faire connaître, etc. Vous savez, je crois que la campagne médiatique n'induit pas les infox, l'intensification des fake news qu'on observe aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Même si l'élection était intervenue en période ordinaire, en période de non-Covid, il y aurait forcément une part donc, de manipulation sur les réseaux sociaux. Vous savez que les élections, n'est-ce pas, présidentielles aux États-Unis, où on a accusé la Russie d'avoir manipulé l'opinion, ne sont pas intervenues dans une période de psychose liée donc, au coronavirus. Et pourtant, on a pu voir ça. Le Brexit en Grande-Bretagne également. Et ici, donc, toute stratégie de communication doit pouvoir inclure une part de présence digitale, mais également une part de coût en dessous de la ceinture. Et également avoir une équipe de riposte dans le cas donc d'infox, de manipulation sur les réseaux sociaux. Et il doit en être encore de même maintenant dans une campagne essentiellement médiatique. Nous observons déjà des manipulations, des montages grotesques qu'on attribue à des candidats. Tout ça, ça fera partie. Mais vous savez, c'est aux partis politiques également de pouvoir orienter l'opinion, en tout cas les électeurs, de leur faire comprendre que le meilleur moyen encore de lutter contre les infox, c'est les médias traditionnels. C'est-à-dire quoi? Il y a une information qui circule, je veux m'assurer d'abord qu'il y a un média sérieux, un média traditionnel qui en a parlé. Parce qu'une information sérieuse ne circule pas que sur les réseaux sociaux. Voilà, ça fait partie des outils que l'on vulgarise aujourd'hui pour lutter contre les médias alternatifs qui répandent donc les infox. Donc c'est très important. Oui, c'est vrai. Il peut arriver aussi des cas où des médias dits sérieux, des médias donc traditionnels, soient également à l'origine de certaines manipulations. Macron qui accusait Poutine en son temps d'avoir utilisé les médias russes pour manipuler l'opinion pendant l'élection présidentielle en France. Donc je crois qu'il est utile que les citoyens comprennent que c'est pas parce que beaucoup de personnes ont partagé une information sur réseaux sociaux, sur plateformes, dans un groupe WhatsApp, que ça voudrait dire que c'est une information vraie. Et nous sommes en période électorale, la loi a prévu des sanctions contre des infractions électorales ou autres, également la diffamation sur les réseaux sociaux. Il y a le code du numérique qui est là également. Je crois que les candidats qui pourraient être victimes de ça, il leur sera loisible de saisir la juridiction compétente pour se faire la rendre justice. Et ça fait un autre champ qui va forcément s'ouvrir pour les candidats s'il faut aller répondre à toute provocation, à toute manipulation d'informations ou de photos. Ça fait un autre champ qui s'ouvre. Alors qu'est-ce qui va prendre le pas sur l'autre à travers cette campagne électorale-là? Est-ce les logos des partis politiques en lice, la personnalité des candidats positionnés de part et d'autre, ou encore les projets de ville? Moïse Dossoumo. Moi, il me semble que c'est d'abord les logos et puis éventuellement les personnalités des candidats. Éventuellement. Les projets de ville, personne n'en parlera. Mais ça n'intéressera pas grand monde, à part quelques intellectuels qui aiment ces choses-là. Sinon, pour l'électeur lambda, ce n'est pas sa préoccupation. Mais pour cette campagne spécifique-là, moi, je continue de croire que la HAC aurait pu faire mieux. Il me semble qu'elle est restée dans le schéma classique des élections traditionnelles où il y a une part de campagne médiatique et une grande part de campagne sur le terrain. Il me semble que la HAC n'a pas suffisamment intégré le fait que cette fois-ci, la campagne sera essentiellement médiatique. Qu'est-ce qui se passait par le passé? Chaque parti avait droit à un temps donné sur les antennes, faisait passer son message et le gros du boulot se faisait sur le terrain. Absolument. Maintenant, on dit que plus rien ne se fera sur le terrain, que tout se passera dans les médias. Et la loi dit que la campagne, c'est de 6h à 24h. Entre 24h et 6h, vous ne faites rien. Donc vous avez 18 heures de campagne par jour pendant 2 semaines. Au nom de quoi? Déjà que les candidats ont du mal à aller sur le terrain, va-t-on restreindre passer de 18h à 40 minutes? Pour moi, ce n'est pas concevable. La HAC devrait aller plus loin et permettre aux gens, déjà même, je comprends le souci peut-être de l'équilibre
Encore que même sur le terrain, la campagne n'a jamais été équilibrée. Pas du tout. Chacun il va avec ses moyens, même si la loi a fixé un plancher et tout. Donc ça devait être pareil dans les médias. Certes, il y a l'équité, chacun a droit peut-être à un temps donné, c'est pareil pour tous. Mais ceux qui veulent aller plus loin en restant dans le timing de la campagne devraient pouvoir débourser le fait parce que sur le terrain, on n'aura plus droit à ce qu'on assiste. Donc il faut laisser suffisamment de temps aux candidats pour s'exprimer et aller vers les électeurs. Oui, André. C'est intéressant cette préoccupation. Moi, je n'ai pas été à la rencontre entre la RAC et les responsables des médias, mais je ne sais pas comment ils n'ont pas réussi à convaincre la RAC de faire en sorte que, oui, au-delà peut-être des 20 minutes, 40 minutes qu'on leur accorde, que les partis qui en ont les moyens puissent augmenter leur présence sur les médias. On m'a donné 40 minutes, ça ne me suffit pas. Je fais un contrat avec un partenariat avec un média qui m'accompagne de façon à ce que je puisse davantage atteindre les électeurs. Ça n'a pas été le cas. Moi, je trouve ça quand même un peu bizarre. Bon, on va voir. Du coup, vous savez, c'est le public, mais les médias publics qui ont le droit donc de donner le même temps d'antenne à tous les partis politiques. Ça, c'est en période ordinaire. Cette fois-ci, tout le monde est mis dans le même bateau. Ça s'impose à tous les médias. Bon, ce sont les circonstances qui l'exigent. Mais on va quand même voir. Puisque à côté de ça, il faudra que nous on traite l'information. Vous trouvez cela insuffisant pour les partis politiques? Oui, je crois que le temps d'antenne qu'on leur donne. C'est insuffisant. Oui. C'est insuffisant et ça crée aussi un gros manque à gagner pour les médias. Parce que vous savez, c'est aussi une période. Est-ce que c'est pas ça qui va laisser la porte ouverte aux inforces dont nous parlons? Non, au traitement des informations pas du tout. Pas sur les médias oui. traditionnels. Pas sur les médias traditionnels. Parce que les médias traditionnels traitent l'information de façon professionnelle. Oui. Il n'est pas dit aussi que parfois sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de vraies informations. Il y en a. Parfois, c'est la vraie information qu'on prend, on tord le coup à ça juste pour nuire. Mais je crois qu'on aurait pu faire mieux, c'est-à-dire permettre, vous savez, le débat qui est né à la Sénat entre des partis politiques qui voudraient bien pouvoir aller au-delà donc, de ce qu'on va leur accorder parce qu'ils en ont les moyens et d'autres qui ont refusé sans doute parce qu'ils ont moins de moyens, ainsi de suite. Moi, j'avais souhaité que la RAC puisse trancher dans le sens de ceux qui peuvent aller au-delà de ce qu'on leur donne. Parce que, vous savez, partout dans le monde, le candidat qui a plus de moyens communique plus que celui qui n'en a pas. Aujourd'hui, on contraint tous ceux qui ont les moyens à mettre de côté leurs moyens et donc faire comme s'ils n'en avaient pas. Alors, la RAC a-t-elle satisfait à la demande, disons, d'une minorité, Herman Parfait Niamoussou? Oui, la démocratie, c'est aussi la minorité. Je pense que là, sur ce terrain-là, pour ma part, a quand même essayé de jouer à l'équilibre. Sauf que, comme l'a dit André, effectivement, il y a un peu comme une sorte de punition pour les radios privées, les radios et télévisions privées commerciales, qui devraient en fait profiter de l'occasion pour un peu se mettre à l'aise. Mais là, la question, c'est de savoir, est-ce que la RAC, en faisant ça, a interdit aux médias conventionnels d'organiser des plateaux, par exemple, d'organiser des débats. Donc il revient à nous autres aussi au niveau des médias de penser à des émissions, de penser à des plateaux qui puissent mettre en valeur les formations politiques également, parce que la RAC ne l'a pas interdit. Ensuite, il y a un aspect sur lequel on n'est pas suffisamment intervenu, c'est au niveau des web médias. Aujourd'hui, il y a des télévisions qui interviennent sur les réseaux sociaux et qui ont déjà fait le buzz il y a quelques semaines encore. Il y a une directrice qui peut vous en parler. Et donc je pense que sur cette question-là, il faut que la RAC puisse et voir comment coopérer avec tous ces médias. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, si c'est 40 minutes pour les télévisions, ils ont pour les radios, je crois que c'est 20 minutes, matin et soir, d'après ce qui est revenu, et il reviendra au candidat alors de se jeter sur les médias sociaux. Sur ce terrain-là, qu'est-ce qui va se passer? Les web médias, qu'est-ce qui va se passer? Ça ira dans tous les sens. Ça ira dans tous les sens, et donc c'est une première, c'est une expérience qu'on va vivre. Ce qui est certain, le porte-à-porte va jouer un gros tour. Maintenant, vous avez fait la question de savoir si c'est les logos, si c'est les candidatures. Les logos, parce que, quand vous suivez d'ailleurs l'un des reproches que l'Union progressiste a fait la fois dernière à la Sénat, c'était de dire, oui, nous avons un logo circulaire qui est dans un carré. Si l'électeur tamponne le logo et que ça déborde légèrement, est-ce qu'on ne risque pas d'être pénalisé? Et donc, la vice-présidente de la Sénat leur a dit non. L'essentiel, c'est de ne pas avoir le tampon sur un même bulletin, sur deux logos à la fois. Et donc, je pense que c'est des éléments sur lesquels les partis politiques doivent jouer sur le terrain. Ils doivent sensibiliser les électeurs pour leur dire exactement où est-ce qu'ils vont mettre les tampons, parce que sur ce terrain-là, on les attend pour éviter les bulletins nuls. Vous restez en ligne, on va aborder le troisième sujet avant de nous séparer ce matin, la pandémie du coronavirus qui devient, disons, un terreau fertile pour la fabrication de fausses informations. Une série de rumeurs en cette période de pandémie, donc Moïse Dossoumu. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé d'entendre dire que la cocaïne prévient le coronavirus, et c'est sur les réseaux sociaux. Nous avons lu cela. Et à cela vient s'ajouter la dernière. On dit que le gouvernement du Bénin
a ordonné la fermeture des moulins à maïs et condiments, une nouvelle mesure contre la pandémie, la propagation de la pandémie du coronavirus. L'info qui a fait le tour de la toile, mais démentie par le gouvernement. Ma question, comprenez-vous l'idée qui se cache derrière ce genre d'informations? Il y a des gens qui me répondent la psychose, justement. Il y a des villes fins. Moi, je n'ai pas vraiment compris cette affaire-là. C'est vrai qu'il y a des infos qui font sourire, hein, comme la cocaïne guérit, bien, c'est l'alcool qui guérit. Bon, ça, on peut sourire passer. Mais quand on va sur des terrains essentiels où on parle de l'alimentation des ménages, on sait que les ménages ne peuvent pas se passer des moulins à maïs et à condiments, et qu'on répand ces genres de rumeurs-là. C'est qu'on a l'image de la nous sommes en temps de fermeture, Moïse. Les églises, les lieux de culte qui sont fermés, les bars qui sont fermés. Maintenant, on parle des moulins qui sont fermés. Est-ce que c'est pas dans la même logique des mesures pas prises au Bénin. Oui. Et partout dans le monde, on n'a pas entendu ces genres de mesures qui ont été prises. Alors, qu'est-ce qui pourrait justifier que ce soit le cas au Bénin? Est-ce que dans les moulins, on fait des rangs, on n'y va pas en centaines, pas dizaines? Non, ce n'est pas le cas. Moi, je n'ai pas encore vu un attroupement de plus de 5-6 personnes devant un moulin. Je n'ai jamais vu ça. Alors, on ne peut pas, disons, se permettre le luxe de répandre ces rumeurs-là. Et vous avez même les bonnes dames qui cèdent facilement à ces rumeurs-là, elles ont déjà commencé à prendre des précautions. Vous envoyez qui envoient des kilos de maïs déjà pour avoir leur stock à la maison, mais qui viennent se renseigner chez vous au niveau du quartier. Est-ce que c'est vrai? Comment on fait? Ainsi de suite. C'est que les gens sont déjà sur le qui-vive. Ils sont déjà inquiets. Il ne faut pas en rajouter sur ces plans-là. Il faut s'abstenir d'aller sur ces terrains. Heureusement que la riposte est très vite intervenue et ça a pu calmer un peu les gens. Emmanuel Anyamboussou, que dites-vous du sens de la portée de ce genre d'informations? Non, il faut saluer la prompte réaction du gouvernement qui a apporté un démenti à cette infox-là. Mais toujours est-il que c'est parce que nous ne sommes pas concernés que nous parlons d'infox. Cette information, par exemple, quand on dit que les moulins sont interdits de fonctionnement, pour ceux qui ont pensé ça, je pense que ça permet à ceux qui ont des farines préparées, des farines dans les sachets à vendre, de pouvoir se faire un peu de sous. Vous voyez, donc, il revient un peu au gouvernement dans ces conditions-là. Voulez-vous dire que ce sont eux qui sont à la base, peut-être, de la diffusion de ce genre d'informations-là, pour attirer les clients vers eux? Nous sommes dans un contexte où tout est possible aujourd'hui. Des gens qui vont peut-être penser en faisant... Vous vous rappelez ici, quand le gouvernement parlait du cordon sanitaire, tout de suite, dans la société, Dame Bruno a proposé qu'il s'agit de confinement général. Et ceux qui ne savent pas ce que c'est que le cordon sanitaire se sont mis déjà à approvisionner leur chambre en nourriture, en ci, en ça. Et justement, il y a eu des spéculations sur le marché. Il y a des spéculations sur le marché. Donc aujourd'hui, je pense qu'il revient au gouvernement, et à la com de pouvoir réagir au fur et à mesure et de pouvoir apporter l'information vraie parce que le contexte y prête. Et puis, dans ce contexte-là, on ne peut que... voir ce qui est là et apporter les réponses adéquates. André Dossa, votre réaction? Vous savez, lorsqu'on a annoncé le cordon sanitaire, quand bien même nous sommes au front en première ligne pour informer la population, nous avons fait des approvisionnements à la maison parce qu'on pensait que ce serait un confinement comme on en voit ailleurs. Ça n'a pas été le cas. C'est vrai, il faut souligner cette proactivité du gouvernement de réagir chaque fois quand ces infox commencent à circuler. La bonne dame, la vendeuse de Como au quartier, un gars qui également ayant reçu ça sur WhatsApp, a commencé à s'interroger comment elle va vendre. Est-ce qu'il faudra aller chercher un gros sac de maïs au marché et envoyer rapidement chez le meunier avant que la décision n'intervienne? Et il était annoncé que ça allait commencer aujourd'hui. La mise en œuvre de cette infox allait commencer aujourd'hui. Heureusement, le communiqué est sorti et qui donc met tout le monde au courant de ce dont il est effectivement question. Je crois qu'il faut faire très attention à ce que nous allons chercher sur Internet. Le gars, il a son forfait de 100 francs et il partage tout ce qui lui passe sous la main. Et les populations ont tendance, notamment celles qui ne sont pas devant la télé, devant les radios, etc., à prendre pour argent comptant. À prendre pour argent comptant ces informations, ces fake news qui circulent sur les réseaux sociaux. Il faut faire très attention aux médias alternatifs. C'est encore les médias traditionnels aujourd'hui les moyens les plus sûrs de s'informer. En tout cas, de ne pas se laisser manipuler, n'est-ce pas, par les auteurs de fake news. Oui, Emmanuel Anyamboussou, est-ce que ce genre d'information ne vient pas un tant soit peu fragiliser la stratégie de combat mise en place par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus, lorsque ça va dans tous les sens comme ça? Je ne pense pas que ça vienne fragiliser la stratégie du gouvernement pour contrer le coronavirus. D'ailleurs, que depuis, vous avez compris que la situation au niveau de cette crise sanitaire est en train de se stabiliser dans plusieurs pays du monde et tout. Et donc, je pense que le Bénin est en bonne voie. Cette stratégie qui est d'ailleurs saluée par les sachants,
je pense que le gouvernement sa stratégie n'est pas dévoyée par ce qui est dit là. Il revient juste au gouvernement et aux acteurs de veiller au grain. Et sur ce terrain-là, on attend également, nous sommes dans un contexte d'élection communale, aux acteurs politiques de pouvoir rapidement aller sur le terrain, commencer par parler à leurs militants, comme quoi il faut savoir distinguer le bon grain de l'ivraie. Vous voulez qu'ils aillent sur le terrain comment, alors que nous sommes, disons, confinés un temps soit peu, c'est-à-dire il y a ces mesures que nous devons respecter, ces mesures barrières, limiter le nombre de regroupements, à plus de 10 par regroupement, limiter les sorties. Dans la stratégie de campagne médiatique, il est dit qu'on permet aux partis politiques de pouvoir utiliser des mégaphones, mais les mégaphones ne stationnent pas. Et donc, cette stratégie-là, par exemple, sera utilisée au cours de cette campagne. Pourquoi ne pas commencer par parler à faire circuler ces mégaphones pour leur dire attention, ne cédez pas aux infox, ne cédez pas à ci, parce que sur la Covid-19, parce que également ça fait partie des éléments que les gens pourraient brandir au jour du scrutin pour empêcher les électeurs d'aller voter. Donc il faut que sur ce terrain-là, qu'on aille plus vite et très tôt pour éviter qu'on ait un faible taux de participation à ces communales-là. Oui, Moïse Dossoumo, on va finir très rapidement. Un dernier mot. Est-ce que le gouvernement n'est pas face à plusieurs fronts désormais? Lutter contre le coronavirus, mettre en place un certain nombre de mesures et d'un autre côté, répondre toutes les fois aux infox. Oui, mais la lutte contre cette pandémie, c'est un tout. Ça englobe plusieurs aspects. Ce n'est pas seulement l'aspect sanitaire. Donc c'est à cela que l'équipe qui a été mise en place pour gérer cette affaire-là puisse être proactif et répondre à ce genre de rumeurs-là. S'il n'y a pas de spécialistes dans l'équipe, qu'on puisse rapidement en trouver pour qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de choses qui ne sont pas vérifiées, que très rapidement on puisse rétablir la vérité. Sinon, très vite les gens se laissent emporter déjà sur le qui-vive et ça peut produire des effets néfastes sur la population. André Doussa. Oui, ça fait plusieurs fronts, mais il faut pouvoir être présent sur l'ensemble de ces fronts-là pour pouvoir relever le défi. Sinon, je crois que ça pourrait conduire à une autre situation. Vous vous rendez compte des gens qui disent oui, il y a des morts de corona qu'on cache, et c'est comme si on peut cacher la mort de quelqu'un. Tout au moins, la personne pourrait avoir des parents qui vont réclamer. Il faut faire très attention aux réseaux sociaux. Vraiment, il faut prendre ce qui vient des médias alternatifs avec beaucoup de pincettes. C'est Sébastien Dupont qui a écrit « Vous êtes fous d'aller sur Internet ». C'est pour dire quoi? Faites très attention à ce qui circule sur Internet, parce que c'est bien souvent des infox. Merci beaucoup André Doussa, vous restez en place. Dans un instant, nous allons recevoir Gatien Adjaboli. Il est le représentant du parti Union Progressiste sur notre plateau Actu Matin. On va parler donc de la campagne médiatique pour les communales et les dernières décisions prises par la HAC. Herman Anyamboussou, merci beaucoup, bonne journée. Et merci à vous, Moïse Dossoumo. Bonne journée. Désolé. Mais ce que vous buvez tous là, qu'est-ce que c'est? Eau Comtesse. Eau Comtesse. C'est nouveau? Non, Tchéton. Nous prenons la gamme eau de Comtesse ici depuis un bon moment. Ah bon? Oui. C'est ceci que je prends pour me faciliter la digestion et pour bénéficier aussi des vertus du citron. Eau de fruits, citron, sans sucre. Ceci est mon préféré. Eau de fruits, citron, sucré. On sent bien le citron. En plus, c'est léger, frais et raffiné. C'est ça pour elle. Eau Comtesse bébé. Oui, voilà. C'est pour toi, ma chérie. Pépé, oui. Je pense que ça doit coûter les yeux de la tête, non? Ben non. Avec la gamme Eau Comtesse, c'est plutôt l'économie garantie pour la famille. Eau de Comtesse. Eau de fruits citron sans sucre. Eau de fruits citron sucré. Eau de Comtesse bébé. À chacun son eau. Vous n'aimez pas les files d'attente? Moi non plus. Alors, pour vos opérations bancaires, faites comme moi. Utilisez la formule magique. Étoile 919 dièse. Et oui, avec UBA Magic Banking, faites vos opérations bancaires sans vous déplacer. Tapez simplement étoile 919 dièse sur votre téléphone portable, qu'il soit Android ou non, qu'il y ait la connexion ou non. Tapez étoile 919 dièse et votre téléphone se transforme en guichet de banque. C'est magique. C'est UBA. Pour plus d'informations sur UBA Magic Banking, contactez-nous. UBA, Africa's Global Bank.
Cœur de la ville de Baragou, Loft Ressort Hôtel. Un bel espace très relaxant. Découvrez nos chambres aux standines, espacées avec confort et luxe. Notre salle de conférence avec secrétariat et hall d'atelier. Notre restaurant et nos lieux de détente d'exception pour un séjour en grand. À Loft Ressort Hôtel, profitez de notre service traiteur et de notre parking grande capacité. Loft Ressort Hôtel, Baragou, quartier Arafat, 150 mètres de l'université. Réservation au 23 61 36 20 67 39 51 51. Loft Ressort Hôtel, votre satisfaction, notre plus belle récompense. – 8h14. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal 3 Bénin et Actu Matin. C'est le plateau de l'invité du forum de discussion. Gatien Adiaboni, bonjour. Bonjour. Vous êtes acteur politique, représentant, membre fondateur, je dirais, du parti Union Progressiste et représentant de ce parti sur ce plateau ce matin pour répondre à nos questions. Nous sommes à moins d'un mois du scrutin du 17 mai prochain. Les élections sont maintenues à cette date malgré la pandémie du coronavirus. À l'UP, comment avez-vous accueilli cette information ou cette décision prise par le chef de l'État qui a consulté les présidents des institutions de la République? Merci de me recevoir, M. Adandidjan. Bonjour. J'adresse le bonjour à vos téléspectateurs ainsi que toute ma sympathie. Je vais répondre à votre question sous deux angles. Oui. Déjà, je retiens que la décision du non-report des élections communales du 17 mai prochain n'a pas été une décision prise de façon unilatérale par l'exécutif. C'est-à-dire que cette décision n'a pas été prise en vase clos par l'exécutif, mais plutôt avec l'ensemble des présidents des institutions. Pour moi, la conclusion, c'est que nous pouvons faire confiance à la République, voyez-vous. Ça, c'est ma première approche d'intervention sur cette question. Ensuite, en ce qui concerne l'Union progressiste, nous prenons acte de la décision prise par les présidents d'institutions et nous nous organisons pour participer aux élections dans les conditions que vous savez. Vous dites que vous vous organisez pour participer aux élections. Jusque-là, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Écoutez, nous nous préparons. Vous savez que nous avons une façon traditionnelle de faire la campagne, mais nous prenons acte que, suite à la décision des présidents d'institutions, nous ne pouvons plus rassembler des foules, 100, 200 personnes, nous ne pouvons plus, 500, nous ne pouvons plus. Nous ne pourrions plus faire des caravanes comme nous aimons bien le faire, avec 25, 50 motos, 50 véhicules, nous ne pourrons plus. Voilà, donc nous nous organisons différemment. Comment se prépare-t-on justement dans un processus électoral sans campagne électorale? Pour vous d'ailleurs qui avez l'habitude d'aller au contact des populations, les artisans, les religieux, les dignitaires, les jeunes, etc. Comment se prépare-t-on c'est vrai que, pour être totalement honnête avec vous, c'est vrai que c'est difficile. C'est une décision que nous accueillons, c'est difficile, mais c'est une décision responsable. Disons, ce n'est pas simple, mais nous devons faire avec, voyez-vous. Et nous nous organisons différemment parce que nous avons l'habitude de travailler, comme vous venez de dire, avec les populations à la base. Et donc, nous nous connaissons. Aujourd'hui, les données, la politique, la façon de faire cette campagne a été réorientée. Nous allons nous adapter. Nous ne pouvons pas rassembler 200 personnes, mais nous pouvons nous voir par groupe de 6, par groupe de 10. D'accord ? Vous voulez dire que vous continuez par exemple d'aller au contact des populations ? Par groupe de 6, c'est possible encore, en respectant les distances. C'est quand on se met dans des foules de 200 que ça devient compliqué de respecter les distances. C'est sûr. Je suis d'accord avec vous, parce que la façon de faire la campagne de façon traditionnelle, on est d'accord que c'est toujours dans une ambiance festive. Et donc, c'est pour ça que je disais tantôt que c'est bien dommage, mais c'est une décision réaliste au regard de la situation. C'est une décision difficile, mais responsable. Et voyez-vous, donc, nous devons faire avec. Et c'est aussi là, je crois, nous devons montrer toute notre capacité d'adaptation. Et c'est aussi la force des grands regroupements comme l'Union progressiste. Et nous allons faire avec. Et nous allons gagner. Comment allez-vous pouvoir atteindre les électeurs
tous ces arrondissements 546 du pays, comment permettre à l'électeur d'être informé suffisamment sur les différents candidats pour opérer son choix? Nous travaillons depuis un certain nombre de temps. Nous n'avons pas attendu la veille des élections pour aller informer nos candidats ou les mobiliser, etc. Nous avons régulièrement fait des revues de troupes, nous avons gardé contact avec nos militants, donc cela va nous faciliter un peu la tâche. Les militants nous connaissent et ils savent à peu près ce que nous voulons faire. Et donc aujourd'hui, nous allons utiliser d'autres canaux. Vous savez que des décisions ont été prises, la Sénat, la HAC, les médias vont être utilisés. Nous allons faire le maximum pour atteindre nos militants comme nous pourrons le faire. Il faut bien plus que des militants pour gagner une élection. Il n'y a pas que les militants qui votent. Tous les électeurs ne sont pas militants. Il n'y a pas que les militants qui votent. Vous avez besoin de convaincre aussi les citoyens qui ne sont pas militants. Oui, non, c'est sûr. Les médias seront utilisés à bon escient, puisque, bon, vous savez, nous ne pouvons pas aller contre la décision des présidents des institutions. Nous allons travailler avec les moyens que nous avons. Nous allons utiliser les médias, les réseaux sociaux, la communication digitale, qui est une forme très moderne désormais de travailler. Et puis, nous allons nous exercer à ça. Je pense que la communication digitale c'est pas la première fois que nous allons l'utiliser, mais nous allons accentuer 40 plus minutes sur ça. Par jour pendant 2 semaines, 3000, combien déjà de candidats par parti. Comment allez-vous organiser la distribution du temps d'antenne? Est-ce que la réflexion a-t-elle déjà été menée au sein de l'Union progressiste? Je pense que on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a un certain nombre de minutes réparties. Ben, nous allons attendre les instructions du parti, de la Sénat, etc. pour statuer sur ça. Nous allons faire avec. Vous allez faire avec. Alors, la Sénat également, qui déroule son calendrier, la semaine dernière a eu lieu, le tirage au sort. Vous êtes, par rapport à votre positionnement, vous êtes, disons, sur le flanc gauche, au niveau du bulletin unique. Vous êtes positionné à gauche dans le cercle. Est-ce que c'est convenable pour vous, cette position? Non, disons... Je vais être très honnête, la position importe peu. Vous savez, que nous soyons en haut, en bas, à gauche, à droite, au centre, ou même si vous voulez dans un petit coin à gauche, en haut, c'est pas déterminant dans la victoire. Ce qui est important, c'est notre capacité au niveau du parti à nous organiser, à nous mettre ensemble, à agir ensemble, à être cohérents dans nos actions. C'est ça qui est déterminant. Ce qui est important, c'est le discours que nous allons délivrer de façon unanime, de façon concertée, à l'endroit de nos militants. Ce qui est important, c'est notre capacité à apporter un projet de transformation de nos communes, à soumettre un projet de transformation de nos communes à nos sympathisants, à nos militants. Je pense que c'est ça qui est déterminant dans la victoire. La position, pour moi, honnêtement, importe peu. Et je pense que c'est la position de l'Union progressiste également. Vous dites que la position importe peu, mais nous avons vu vos représentants à la Sénat faire beaucoup de discussions par rapport au positionnement, en tout cas à tout ce qui va avec votre logo. Est-ce que ce n'est pas une manière également de montrer véritablement que vous avez besoin d'avoir une très bonne position sur le bulletin unique pour ces élections-là? Je vous le concède, mais une fois que le tirage est fait, nous assumons que le tirage est fait et puis nous nous organisons. Je pense qu'on ne va pas tous les matins faire un débat là-dessus. Nous pensons que la position telle qu'elle est, bon, nous allons avancer avec ça. Vous allez faire campagne autour de votre positionnement? Du positionnement du logo, vous voulez dire? Oui. Non, nous allons évidemment, comme cela se fait, nous allons montrer en son temps aux militants, aux sympathisants, notre position sur le logo et ceux qui sont avec nous, ceux qui veulent venir avec nous, comment est-ce qu'ils doivent poser le tampon et tout ça, nous allons leur indiquer où se trouve notre logo. Mais je dis, ce n'est pas catastrophique, quoi. C'est-à-dire que les enjeux sont ailleurs. Quel intérêt ces citoyens, ces électeurs pourraient-ils avoir en son temps à vous suivre? Qu'allez-vous nous vendre pour ces élections? La position de l'Union progressiste est très ambitieuse pour nos communes, vous savez. Comme tous les autres partis d'ailleurs. Non, c'est sûr, mais je pense que nous allons aller plus en profondeur. Mais tout ce que je peux dire maintenant, puisque vous insistez un peu, la campagne n'a pas véritablement commencé, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'Union progressiste est très ambitieuse pour la transformation de nos communes. Et quand vous prenez, on a certains piliers, certains piliers que nous allons actionner. Quand vous prenez la démocratie à la base, la gouvernance locale, le développement local, la capacité à mobiliser des ressources pour transformer nos communes. Je pense que nous avons mené des réflexions relativement profondes au niveau du parti et en ce temps, nous allons vous les dévoiler. Mais quand je prends la démocratie à la base, l'Union progressiste ambitionne clairement, si vous voulez, de revisiter la participation citoyenne, par exemple, de revisiter la gouvernance concertée.
l'idée derrière, c'est de faire en sorte que le citoyen à la base, pas le militant, le citoyen à la base, dans son quartier, puisse quand même participer ou influencer, impacter les orientations stratégiques au niveau de sa commune. Et ça, la démocratie à la base doit permettre ça, voyez-vous. L'Union progressiste compte en tout cas améliorer, si vous voulez, le contrôle de l'action publique. Et ça, des mécanismes seront mis en branle pour ça. Je ne pourrai pas aller dans les détails tout de suite puisque nous ne sommes pas encore en campagne. Mais quand vous prenez, ça c'est un des piliers par exemple, il n'y a pas que ce pilier. Mais quand vous prenez le pilier de la gouvernance locale, alors l'Union progressiste, nous ambitionnons très clairement de mettre en œuvre un nouveau management public qui passe par tout ce qui est smart gov, qui passe par tout ce qui est numérique, la décentralisation. Nous voulons faire en sorte que l'expérience du citoyen qui vient à l'hôtel de ville, que ce soit une belle expérience. Voyez-vous? Et donc ça, nous travaillons à ça. Nous ambitionnons lutter contre la corruption, évidemment, puisque la lutte contre la corruption ne peut pas se mettre uniquement au diapason de l'exécutif. Vous savez, nous devons descendre au niveau du local. Nous ambitionnons avoir une sécurité locale plus efficace. Vous ambitionnez lutter contre la corruption et donc vous voulez envoyer des conseillers plus efficaces, c'est-à-dire quand je parle de sécurité locale, je fais allusion à la police municipale. Nous voulons une police municipale plus dynamique, plus efficace. Nous voulons une police municipale plus ancrée au niveau des arrondissements, avec un meilleur partenariat avec la police républicaine. L'objectif dans tout ça, c'est quoi? C'est d'endiguer le petit banditisme, c'est de faire en sorte que le petit voyou ne devienne pas un gros gangster demain. Dans l'Union progressiste, justement, vous avez beaucoup de maires qui n'ont malheureusement, pourquoi n'ont-ils pas mis en œuvre ces ambitions que vous dévoilez aujourd'hui? Non, il faut mettre chaque chose dans son contexte, voyez-vous. Nous sommes en train de redistribuer les cartes, des élections communales auront lieu, nous aurons une nouvelle cartographie des choses et je pense que la dynamique qui a commencé avec la transformation à la lumière de tout ce qui se fait au niveau du PAG, la dynamique va se poursuivre et se renforcer à la base avec la consolidation qui va suivre, qui viendra après les élections. Les choses vont aller beaucoup plus vite que vous ne le pensez. D'accord. J'ai une petite dernière peut-être. Comment va votre président, Bruno Amoussou? Il va bien? Ah oui, il va très bien. Tes œufs, il ne parle pas? Comment ça se passe? Non, tes œufs, hein? Non, bon, écoutez, il va très bien. Il contribue énormément à la réflexion, comme nous tous, à la transformation. Il oriente les débats dans le bon sens. Et puis, je pense que nous avons encore des choses à faire. Et nous avons encore à tirer de lui. Nous avons encore besoin de lui, à tirer de lui pour la transformation, pour les développements à venir. Vos amis ou vos cousins d'en face vous reprochent souvent de ne pas faire suffisamment de place aux femmes. On a observé que depuis peu, il y a une femme maintenant qui parle principalement au nom de l'UP, Christelle Ondonungu. C'est un choix, c'est une réponse à vos détracteurs sur ce plan-là? Bon, je ne dirais pas que c'est une réponse. Nous n'agissons pas en fonction de ce qui peut être dit sur les réseaux sociaux, en fonction de ce que un certain Paul peut dire un matin, Jacques le soir. Nous agissons avec beaucoup de sérénité et je pense que Mme Ondonungu est à sa place. Je crois que le parti est globalement satisfait de son travail et je pense qu'il n'y a pas qu'elle. Hein. On a des femmes députées, on a des femmes qui sont peut-être moins visibles que Mme Ondonungu, mais qui sont tout aussi brillantes, quoi. Vous dites que vous agissez avec beaucoup de sérénité, 5 partis politiques en lice, vous avez 4 grands partis en face de vous. La sérénité y est toujours, alors que vous n'avez pas, disons, une grande marge de manœuvre pour aller au contact des électeurs. Oui, ce que vous dites n'est pas faux, mais je dis, nous n'avons pas commencé à travailler hier matin, je veux dire, nous avons commencé à travailler, nous n'avons pas commencé à travailler ce matin, nous avons commencé à travailler depuis un moment, donc nous restons sereins parce que nous agissons avec une certaine cohérence. Quand je dis que nous restons sereins, ça ne veut pas dire que nous n'ambitionnons plus travailler. Voyez-vous, nous avons une stratégie à déployer et tout le monde met la main à la pâte. Nous agissons avec beaucoup de solidarité en interne. Au regard de la situation, nous avons renforcé notre niveau de solidarité. Quand je prends mon cas au niveau du 11e arrondissement, par exemple, avec l'ensemble des candidats, nous sommes très préoccupés sur la stratégie de travail. Donc, nous avons décidé d'être très solidaires sur les approches à faire, déjà entre nous. Hein. Ensuite, solidaires entre nous, mais aussi avec les différents chefs quartiers pour agir, mais aussi solidaires entre nous, avec les chefs quartiers, avec les militants et certains sympathisants. Et donc, il y a nécessité d'être très cohérent dans ce que nous allons faire au regard des contraintes que nous avons pour la campagne, pour pouvoir arriver au soir du 17 mai
avec des résultats, je crois, tangibles, concrets, et qui vont nous permettre de révéler chacun les filles et fils de nos arrondissements, et par ricochet, révéler nos arrondissements. Voilà. Et la stratégie de l'Union progressiste. Oui, André vous faisait la question, en parlant justement de Bruno Amoussou. Oui, aujourd'hui, quel rôle a-t-il joué jusque-là dans les positionnements et dans tout ce qui se fait comme stratégie au niveau de l'Union progressiste? Enfin, je ne sais pas pourquoi vous rôle faites... rôle de conseiller. Je ne sais pas pourquoi vous faites un focus sur mon président. Mais ce que je peux vous dire sur les positionnements, c'est que le parti, là encore, a travaillé de façon structurée. Je pense que c'est une des signatures de l'Union progressiste. Des comités ont été mis en place et ont agi et ont travaillé pour faire des propositions sur les positionnements. Ces comités sont passés présenter les travaux et les présidents du parti ont opiné, ont opiné, amendé, ajusté un tout petit peu, mais tout ça s'est fait de façon très collégiale, hein. Il y a pas, c'était pas de la dictature du tout. Ok, comment gérez-vous mon président se porte bien. Les frustrations? Ça se gère comme partout. Vous savez, il y a toujours des frustrations. Hein. Pourquoi vous parlez de dictature? Pardon? Vous avez parlé de dictature. Pourquoi? Non, c'est pour vous rassurer que ça s'est fait. Non, on n'en a pas parlé. C'est pour vous rassurer que tout ça s'est passé de façon très collégiale. Il n'y a pas eu de dictature. Tout ça, c'était... Voilà. Merci beaucoup, Gatien Djaboli, membre fondateur du parti Union progressiste, représentant du parti Union progressiste sur ce plateau, pour nous parler donc de l'organisation au sein de l'Union progressiste pour les communales du 17 mai prochain. Excellente journée. Merci. Du lundi à vous. Mesdames et messieurs, on va vous proposer de revivre l'actualité de ces derniers jours. C'est dans le 7 jours au Bénin, présenté par Idrissou Boukari. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. Ah oui! Bonne nouvelle, nos boissons gazeuses et eau deviennent plus belles, fun, élégantes et faciles à transporter. Retrouvez toute la gamme des boissons avec un nouveau design plus esthétique avec le même goût. Ce n'est pas tout. Le format de 35 centilitres des boissons Yoki et XXL Énergie devient 30 centilitres. Et votre eau Aquabelle est désormais disponible en format 5 litres. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans 7 jours au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. La Commission électorale nationale autonome continue de dérouler son calendrier électoral pour le compte des élections communales et municipales du 17 mai prochain. Après la délivrance des récépissés définitifs aux 5 partis politiques qualifiés pour ces élections, à savoir le Bloc républicain, l'Union progressiste, l'UDBN, le PRD et le FCBE, la Sénat a procédé mercredi à son siège au tirage au sort pour le positionnement des partis politiques sur le bulletin unique, en lieu et place de la numérotation habituelle. Chaque
parti a tiré au sort une valeur de la démocratie, l'égalité pour l'Union progressiste, la tolérance pour l'UDBN, la paix pour le FCBE, la fraternité pour le PRD et la liberté pour le Bloc républicain. Une innovation de la Sénat saluée par les responsables des partis politiques qui se sont engagés à promouvoir les valeurs qu'incarnent leurs casiers respectifs. Et donc ce que nous souhaitons pour ce pays, effectivement, c'est la paix, que nous puissions, disons, évoluer dans la culture de la paix et travailler au développement de notre pays. Et après la Commission électorale nationale autonome, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a aussi rencontré les partis politiques pour débattre des questions relatives à l'organisation des élections communales et municipales du 17 mai prochain. Et au cours d'une séance de travail tenue mercredi, le président de la HACRE est revenu sur le contenu des décisions prises par les présidents des institutions de la République par rapport au scrutin. Il a été surtout question du mode de campagne électorale à adopter dans ce contexte de crise sanitaire mondiale. Pas de meeting ni porte-à-porte. La présence de la pandémie du coronavirus oblige. La campagne électorale sera exclusivement médiatique. Occasion pour les partis politiques de poser leurs préoccupations à l'institution de régulation des médias. Plusieurs questions sont restées sans suite et la HAC promet de situer les partis dans les jours à venir. Et pendant ce temps, la Fondation Malher Rossou était face aux hommes des médias. Les imams et les non-musulmans membres du bureau national de la Fondation ont apprécié les 4 ans de gouvernance du président Patrice Talon. Ils ont saisi aussi l'occasion pour saluer les efforts du gouvernement dans le cadre de la sensibilisation et les mesures de prévention contre la Covid-19. C'était à la faveur d'une déclaration rendue publique à Cotonou. Plus de coupures intempestives de l'électricité depuis plusieurs mois et l'électrification rurale dans presque toutes les localités du Bénin devient une réalité. L'eau potable est désormais présente dans 80% des villes du Bénin. La première phase d'asphaltage est en cours dans toutes les grandes villes du Bénin. Autant d'actions saluées par la Fondation Malher Rossou. Face à la pandémie du coronavirus, le Bénin multiplie ses efforts pour une lutte beaucoup plus efficace. Lundi, le pays a encore reçu un important lot de matériel de protection et de prise en charge. Le lot est composé de 6 millions de masques, de médicaments et bien d'autres intrants de protection. Il s'agit non pas d'un don, mais d'une acquisition du gouvernement béninois pour renforcer les mesures prises précédemment. Une commande pour accompagner l'obligation du port de masque décrétée par le gouvernement au sein du cordon sanitaire. Et le lot de matériel a été réceptionné par le ministère de la Santé. Tout doucement, on peut se rendre compte que tout ce qu'il faut pour dérouler la stratégie gouvernementale pour faire face à la riposte est en train de se mettre en place. Et dans sa lutte contre la pandémie du coronavirus au Bénin, le gouvernement reçoit du soutien financier et matériel. La Caisse nationale de sécurité sociale a offert une somme de 200 millions de francs CFA à la centrale d'achat des médicaments essentiels pour acquisition des équipements et matériels de protection contre la pandémie. Pour sa part, Sony Bank Bénin a accompagné le gouvernement dans ses efforts avec une somme de 15 millions de francs CFA. Mardi, différentes structures et groupes de personnes ont également fait des dons. Ces dons sont essentiellement composés de 2 ambulances, de gel hydroalcoolique, de gants, de masques et d'un chèque de 60 millions de francs CFA. Ainsi se résument les faits et a marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire.
Et voilà, à l'instant même, c'était bien sûr le 7 jours au Bénin, l'actualité vue et traitée par Canal 3 Bénin, le résumé de ces derniers jours avec Idrissou Boukari qui nous présentait donc ces informations en images. Et dans l'actualité ce lundi, eh bien, la solidarité autour du Bénin en cette période de crise sanitaire mondiale, ces apports financiers dont en équipements médicaux au profit du gouvernement béninois pour faire face à la crise sanitaire mondiale. Les prochaines élections avec l'actualité du côté de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui a tranché et qui met les partis sur un même pied d'égalité en ce qui concerne la campagne médiatique pour les communales de 2020 et aussi le positionnement des partis politiques sur le bulletin unique font l'actualité nationale. On va retrouver Assiobon Kanye Assiobon qui a lu pour nous la presse dans sa livraison du jour. Il a décrypté cette actualité et il nous la propose. C'est la revue de presse. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. Le Bénin, face à la pandémie de Covid-19, a jusqu'ici reçu des dons, ce qui fait écrire à la cloche une cascade de dons en nature pour appuyer les efforts du gouvernement. Le potentiel évalue cela et informe que déjà plus d'1,4 milliard de francs CFA de dons en nature sont récoltés. Fraternité explique alors que les entreprises et personnes de bon cœur ne sont pas restées insensibles face à la pandémie du coronavirus qui sévit depuis quelques mois dans le monde, notamment au Bénin. Ils sont donc 56 donateurs à venir en aide au gouvernement, certains avec des dons en nature, d'autres en espèces. De ces philanthropes, le groupe Talon a donné au Bénin une somme de 500 millions de francs CFA. Le journal de faire observer qu'il vient en tête de peloton, surclassant ainsi des structures publiques et privées. De son côté, le matinal fait le point total des dons reçus et parle de 2 millions de masques et 40 appareils PCR réceptionnés, 4 millions de chloroquine produits au Bénin, livrés à la centrale d'achat des médicaments essentiels. Pour les pharaons, le ministère des Finances a indiqué que ce point ne prend pas en compte les dons reçus des États, des institutions publiques et des institutions de coopération internationale. Et dans cette riposte contre le coronavirus, où en sommes-nous, se demande la nation qui souligne que de loin, la bonne nouvelle est que ces derniers jours, il n'y a pas eu de nouveaux cas confirmés au Covid-19 enregistrés sur le territoire béninois. C'est le fruit des efforts consentis, des mesures de riposte prises par l'exécutif béninois et qui sont saluées et imitées de par le monde. Non pas que le Bénin en est arrivé au stade de 0 cas de Covid-19, toutefois qu'il s'agisse de la mise en quarantaine systématique et d'office, de l'isolement des cas suspects, de l'instauration d'un cordon sanitaire au lieu du confinement généralisé en vogue ou du port de masques rendu obligatoire, le Bénin a puisé dans son génie pour faire face à la menace du moment. Une affirmation corroborée par le matinal qui rapporte une étude du groupe Finactu relative aux effets du coronavirus sur l'Afrique et selon laquelle le Bénin a la meilleure stratégie adaptée à son contexte. Le journal Les Pharaons souligne que 35 pays maintiendront une croissance positive du produit intérieur brut en 2021. Dans un rapport publié en avril 2020, le Fonds monétaire international fait une analyse des impacts du Covid-19 sur la croissance des pays. Si le choc reste planétaire, l'Afrique subsaharienne vivra la plus grande récession jamais observée depuis 25 ans. Le 9 avril 2020, le Fonds monétaire international alerte. La croissance en Afrique subsaharienne sera considérablement affectée par l'épidémie de la maladie à coronavirus. Dans ce lot, informe le journal, le FMI prévoit un PIB réel positif pour le Bénin après la pandémie. Et c'est dans ce contexte que se tiendra justement les communales du 17 mai. Y a-t-il menace? Le quotidien Fraternité à ce sujet rapporte les propos de Martin Assogba, un acteur de la société civile qui estime qu'avec beaucoup de sagesse, ce sera sans dégâts. Selon le journal, il ne trouve pas d'inconvénient à ce que les élections municipales se tiennent le 17 mai prochain dans le contexte de la pandémie du coronavirus. Invité de l'émission Grand Format de Canal 3 Bénin, hier dimanche,
Le président de l'ONG Alcrep pense que le miracle est possible à condition que les précautions prises soient respectées à la lettre. Il confie par ailleurs que le report des élections communales aura une incidence sur l'élection présidentielle de 2021. Mais en attendant la tenue des communales pour le 17 mai prochain, Bénin Intelligent parle des grandes victoires du maire de Cotonou, Isidore Nyolonfou, en 32 mois. Le journal souligne que l'un des secteurs impactés par les réformes du maire Isidore Nyolonfou est bien celui de l'administration municipale de Cotonou. En effet, conscient que tout développement passe d'abord par la mise en place d'une administration dynamique et performante, le maire Nyolonfou avait fait de la performance de l'administration sa priorité, ce qui passe par l'amélioration des conditions de travail des agents et la rénovation des bâtiments administratifs. Grâce à cette volonté politique affichée, plusieurs arrondissements de Cotonou ont été dotés de nouvelles infrastructures en lieu et place des anciens locaux délabrés. Pendant ce temps, dans le secteur du tourisme, de la culture et des arts, en 4 ans, beaucoup de choses ont été faites. Le journal de notre époque rapporte à ce sujet le ministre Jean-Michel Abimbola qui confie sur l'émission Le Temps des Moissons, citation, « Nous voulons structurer une économie touristique ». Bénin Intelligent le rapporte aussi qui a la conviction que rien qu'avec la culture et le développement, le Bénin peut se développer. Il estime que nous sommes également persuadés que grâce à l'agriculture et à la culture qui va donner les intrants au tourisme, nous allons pouvoir révéler notre pays, le Bénin, et créer la richesse. Pour y arriver, le gouvernement du président Patrice Talon s'en donne les moyens depuis 4 ans. Dans la suite, l'économiste s'intéressant au financement des petites et moyennes entreprises et aux petites et moyennes industries croit savoir que la Mésofinance se distingue d'une banque classique. Elle apporte des solutions de financement aux petites et moyennes entreprises et aux entrepreneurs, segments de clientèle le plus souvent jugés trop risqués ou insuffisamment formels par les banques. Le journal informe qu'en Afrique, la Mésofinance est présente en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina Faso, au Mali, au Gabon, en Guinée, au Congo et dans les tout prochains mois, elle fonctionnera au Togo. Merci d'avoir suivi cette revue de presse. Et voilà cette matinale qui finit un peu plus tôt que d'habitude. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc d'Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Rendez-vous demain à partir de 7h avec beaucoup d'autres informations à partager avec vous, les débats en plateau, les invités également. Et puis, n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous en cette période de lutte contre la pandémie du coronavirus. Respectez donc les mesures prescrites par le gouvernement. Lavez-vous les mains régulièrement, portez vos masques. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne journée. Au revoir.